Bien le bonjour, on se retrouve pour un lecture. Alors, comme vous le savez maintenant, je voulais tourner avec une semaine d'avance pour le coup. Alors, on va commencer par un livre qui fait quelque peu voyager jusqu'au début du siècle précédent. Alors, Victoria Aesop, L'île des oubliés. C'est un livre où on part au départ en Angleterre, on part de Londres avec une jeune fille qui se demande quel est le passé de sa mère. Parce que sa maman ne parle que très peu de son passé. Et au fil du roman, on va comprendre ce qui s'est passé. La jeune fille, c'est une archéologue et on la rencontre avec son copain, dont elle commence à se lasser et elle se demande si elle veut continuer sa vie ou pas avec. On a la réponse à la fin. Nous, on soupçonne dès le départ que il y a des choses qui clochent. Elle est donc en quête de sens. Et la Grèce est présente jusque dans l'alimentation. Parce que la jeune fille, elle retourne en Crète, là où sont les origines de sa mère et de ses ancêtres du côté maternel. Donc on a la Grèce jusque dans l'alimentation, la langue, avec des traductions en bas de page. Quand il y a, quand il y a besoin, il y a des traductions en bas de page. Quand ils disent monsieur ou madame, ne me demandez pas de vous dire. Alors Calimera, par exemple, ça veut dire bonjour. Regardez. Le focus. Ah, ça fait des petites notes de ce genre. Alors c'est une histoire de famille où la place des lépreux a une grande importance. La lèpre est très bien expliquée dans ce livre. Ce livre est un manuel de médecine sur la lèpre. C'est L'autrice s'est beaucoup renseignée sur le sujet. Il y a de nombreux passages avec la lèpre et ça déconstruit tous les a priori qu'on peut avoir sur le sujet. On traverse toutes les saisons parce que vu que c'est sur de nombreuses générations, on a jusqu'à l'arrière-grand-mère de la jeune fille qu'on rencontre au début. On a quelques petits chapitres avec le nazisme au milieu, qui n'était pas plus tendre avec les Crétois qui viennent de l'île des oubliés, comme le titre le dit. C'est là où il y a les preux. Sur cette île-là, ils vont pas y aller. Ils ont peur de tomber malades. Mais ils seront pas plus tendres avec les Crétois qu'avec les Juifs ou d'autres gens. Les personnages sont très bien développés. On a la sœur et la mère de la grand-mère de la jeune fille. La sœur et la mère. La... Oui. Oula. De la mère de la jeune fille, qui sont très différentes l'une de l'autre et on les retrouve parfaitement. T'en as une, c'est une bonne ménagère, et l'autre, c'est une grosse fripouille. Pourquoi de poule? La mère de la maman de la jeune fille aime beaucoup les garçons. Pour dire ça poliment. J'ai appris beaucoup sur la lèpre.
ça développe bien. À la base, on connaît les lépreux pour leur maladie un peu à être recroquevillés les uns sur les autres, mais il y en a qui sont tout à fait autonomes. Il y a différentes formes de maladies, c'est comme le Covid. Il y a le Covid tout doux et le Covid hardcore. Et celui qui ressemble juste à une petite grippe entre les deux. Sauf que quand t'as la lèpre, bah t'as des petites plaques bizarres sur le corps au bout d'un moment. Mais tu peux avoir la lèpre depuis plusieurs années quand tu commences à avoir ces petites plaques. Le problème, c'est que la arrière-grand-mère, arrière-grand-mère de la jeune fille qu'on a au début a attrapé la lèpre et que ces deux filles l'ont pas forcément eu. La gentille, entre guillemets, elle l'a eu, mais en mode modéré, elle a pu se faire soigner aisément et continuer à faire sa petite vie. L'autre, elle l'a pas eu. Elle n'a pas eu une meilleure fin pour autant. Je vous laisserai découvrir quelle a été sa fin. Mais il y a pas mal de morts dedans. Donc si vous aimez pas les livres avec des morts et du deuil, n'y allez pas. Donc oui, l'autrice s'est beaucoup renseignée. Elle fait des remerciements à la fin au sujet de la lèpre. On a tous les travers et les bons côtés de la vie. L'amour sous toutes ses formes. L'amour paternel, l'amour de fille au père, l'amour amical, l'amour passionnel, l'amour possessif. Ouais, le thème du deuil est largement évoqué et pas que en rapport avec la lèpre. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et que je pense conserver sur le long terme. C'est le genre d'ouvrage bien développé que je compte conserver. Mettre bouleversant plaidoyeur contre l'exclusion. Et c'est... Le résumé en dit suffisamment sans en dire trop. Mais c'est un très bon livre. Ensuite, on va passer à une petite romance maternelle. Voilà. Avec ceci, Le silence d'une gouvernante de Janice Preston. Donc la jeune femme qu'on a sur la couverture, c'est la maman qui a étudié dans un centre pour être gouvernante. Sauf que elle a eu un enfant quand elle commençait ses études et elle n'a pas pu le garder. Du coup, elle a dû confier l'enfant à des parents adoptifs qui, au début du roman, on apprend qu'ils sont morts et c'est le frère de la mère adoptive qui a la garde du petit, de la petite. Ah non, c'est une petite fille. Le maître des lieux est assez fermé sur lui-même. Il a un passif culpabilise beaucoup suite à un incendie d'une de ses demeures où il n'a pas réussi à sauver son père et il en garde une trace à vie sur le corps. Et la jeune femme, c'est une bonne vivante. Elle aime bien vivre. On sent dès le départ qu'il va y avoir quelque chose entre eux. Qu'est-ce qu'ils disent de plus derrière? Du coup, c'est dans un endroit assez éloigné de toute ville.
comme un château au fond de la campagne, où il faut beaucoup de courage parce que l'homme, vu qu'il est assez renfermé sur lui-même dû à ses cicatrices sur le corps, il sort très peu. On parle de l'amour des animaux dedans. Le Seigneur des lieux se console après avec les animaux. Il adore ses chiens, ses oiseaux. Il passe énormément de temps avec. Et on peut lire ça à Noël. Ça peut être une romance de Noël. Il y a la décoration du château, de l'église. Voilà. Mais celui-là, même s'il était mignon, je ne vais pas le garder. Il y a un petit peu de fripouillerie dedans. À savoir. Voilà pour celui-là. Et ensuite, le dernier, mais non le moindre, que j'ai mis plusieurs semaines à lire. Celui-ci. Histoire du livre et de l'édition de Yann Sordet. Que je suis en train de prendre en note. C'est un livre qui retrace toute l'histoire du livre et de l'édition depuis l'Antiquité, pas que gréco-romaine, parce que les Asiatiques ont plusieurs siècles d'avance sur nous. Et on vient jusqu'à notre siècle avec les booktubeuses. On parle des booktubeuses. Et les SP. Je ne développe pas. Ceux qui suivent les booktubeuses et booktubeurs en général savent ce que c'est. Mais si vous savez pas, vous me mettrez un petit commentaire pour me demander ce que c'est. On parle de l'auto-édition, des GAFAM, littérature du livre dans la francophonie, aussi bien Québec que l'Afrique francophone. Il y a une tension entre l'écrit et l'oral aux origines de la pensée philosophique occidentale, entre ceux qui sont pour l'écriture et ceux qui préfèrent l'oral pour bien apprendre à exprimer ses pensées. Donc c'est un livre très intéressant. Après, il faut être capable de lire près de 800 pages. 774 pages si on compte l'index. Mais il y a des images au milieu. Vous voyez? Il y a des petites images comme ça. Là. Et ce genre de choses. Par contre, la postface de Robert Darnton, j'ai trouvé qu'elle servait pas à grand chose. On n'apprend rien. Elle ne nous apprend rien. Et à savoir que les aveugles étaient pris en compte sous Louis XVI. Donc Louis XVI n'était pas un si mauvais roi que ça. On l'exécutait parce qu'il était roi. C'est tout. Limite. Et que le peuple voulait peut-être autre chose, mais il était trop gentil. Trop mignon. Mais sinon, tout est bien développé dans ce livre. Alors ensuite, je suis en train de lire Nathalie Salmon, Napoléon en Normandie. J'ai envie de vous dire que c'est un livre de passionné sur Napoléon, oui, mais Nathalie Salmon est très objective sur le personnage. Elle n'a pas peur de faire ressortir autant les bons côtés que les mauvais côtés de Napoléon.
parce qu'on a Napoléon en Normandie, mais elle parle de toute la carrière de Napoléon. Elle parle pas de la Corse où il a grandi, ses études ni rien. On commence à partir du Concordat, de l'époque où il a commencé à être au pouvoir, jusqu'à sa chute, je pense. J'ai pas fini. Et on a des éléments sur Marie-Louise afin de comprendre pourquoi elle était si peu aimée par la France. Et ensuite, je suis en train de terminer ceci. Une histoire... Enfin, j'ai entamé celui-ci par contre, juste. Une histoire de la lecture d'Alberto Mangual. Et je pense que la semaine prochaine, je vais commencer continuer la pile à lire de février, que vous verrez dans la pile à lire du mois de février, que j'ai déjà bien entamé. Là-bas, il m'en reste 4, sachant que Napoléon faisait partie de la pile à lire de février. Du coup, je pense que mi-février, je risque d'entamer fortement la pile à lire de mars. Et pour finir, n'oubliez pas de lire les posts. Est-ce que vous voyez là? C'est mon dernier craquage. Samedi, on a été craqué. On a craqué en livre à côte